Bonjour, aujourd'hui cours sur le dénombrement. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un fichier en format PDF concernant cette vidéo, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents. Paragraphe 1, ensemble fini. Définition. Le nombre d'éléments d'un ensemble fini grand E est le cardinal de E noté CARD2. Si A est un élément de grand E, on dit que A appartient à grand E et on écrit A appartient à grand E, A est élément de grand E. Grand A est un ensemble dont tous les éléments appartiennent à grand E, on dit que grand A est une partie de E et on note A incluse dans E, qui se lit A est incluse dans E. Définition. La réunion des parties A et B de grand E est l'ensemble noté A union B, constitué des éléments qui appartiennent à A ou à B. L'intersection des parties A et B de grand E est l'ensemble noté A inter B, constitué des éléments qui appartiennent à A et à B. Le complémentaire de la partie A de grand E est l'ensemble noté A bar, constitué des éléments de E qui n'appartiennent pas à grand A. Un exemple. E est l'ensemble des jours de la semaine. Grand E est l'ensemble constitué des éléments dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On peut dire que le nombre d'éléments de E est 7, cardinal de E égale 7. Il y a 7 jours dans une semaine. Grand A égale vendredi, samedi, dimanche. A est incluse dans E, cardinal de A égale 3. Grand B égale samedi, dimanche, lundi, mardi. Grand B est incluse dans E, cardinal de grand B égale 4. A union B, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Cardinal de A union B égale 5. Donc pour obtenir les éléments de A union B, on prend tous les éléments de A, tous les éléments de B, mais on n'écrit qu'une seule fois les éléments communs. A inter B, samedi, dimanche, cardinal de A inter B est égal à 2. Pour obtenir les éléments de A inter B, on prend les éléments communs entre A et B. A bar égale lundi, mardi, mercredi, jeudi. Cardinal de A bar égale 4. Diagramme de Carroll. Lewis, c'est l'auteur de Alice au pays des merveilles, logicien britannique, fin du 19e siècle. Donc on a les ensembles A bar, B bar, A inter B à l'intersection de la ligne A et de la colonne B, etc. Diagramme utile. Deuxième diagramme utile, le diagramme de Venn, qui était aussi un logicien britannique, fin du 19e siècle. Donc je vais vous faire voir avec GeoGebra. On devrait mieux voir la figure. Donc un ensemble E, un ensemble A, un ensemble B, l'intersection entre A et B, A inter B. Dans cette zone, nous aurons les éléments de A inter B bar. Dans cette zone, les éléments de A bar inter B. Dans cette zone, les éléments de A bar inter B bar. Et on peut remarquer que A bar inter B bar, c'est en fait A union B bar. Le fait que A union B bar est égal à A bar inter B bar est dû au mathématicien anglais De Morgan. Loi de Morgan, A union B bar égale A bar inter B bar. Il est aussi A inter B bar égale A bar union B bar. Je vous laisse voir pourquoi nous avons cette égalité de ces deux ensembles. Paragraphe 2, cardinal d'un ensemble fini. Une propriété, on considère deux parties de l'ensemble fini grand E appelées A et B. Alors la première propriété, si A inter B est l'ensemble vide, alors cardinal de A union B égale cardinal de A plus cardinal de B. La figure, donc cardinal de A, on va l'appeler petit a, cardinal de B, on l'appelle petit b. Les ensembles A et B sont disjoints, donc le
cardinal de la réunion de A et de B va être le cardinal de A plus le cardinal de B. La preuve, on pose cardinal de A égale petit a, cardinal de B égale petit b. C'est la figure ici. A inter B, c'est l'ensemble vide. Donc le cardinal de A union B, c'est A plus B. Et donc le cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B. Deuxième propriété, cardinal de A bar égale cardinal de E moins cardinal de A. La figure avec GeoGebra, donc on a un ensemble A colorié en bleu et puis l'ensemble A bar colorié en rose. Évidemment, le cardinal de A plus le cardinal de A bar sera égal au cardinal de E. E est égal à A union A bar, donc on peut dire que le cardinal de E, c'est le cardinal de A union A bar. Or, A inter A bar est l'ensemble vide, et donc d'après la propriété 1, cardinal de E égale cardinal de A plus cardinal de A bar, et on en déduit facilement que cardinal de A bar égale cardinal de E moins cardinal de A. Propriété 3, cardinal de B est égal au cardinal de A inter B plus cardinal de A bar inter B. La figure avec GeoGebra, donc on a deux ensembles A et A bar. Un ensemble B colorié en vert. Dans cette zone, nous avons A inter B. Dans cette zone, nous avons A bar inter B. Il est à peu près clair que A inter B et A bar inter B sont disjoints, que la réunion donne l'ensemble B. Et donc, le cardinal de A inter B plus cardinal de A bar inter B sera égal au cardinal de B. Donc, B, c'est bien A inter B union A bar inter B. Donc, le cardinal de B, c'est le cardinal de A inter B union A bar inter B. Or, A inter B et A bar inter B sont disjoints. Donc, cardinal de B va être égal à cardinal de A inter B plus cardinal de A bar inter B. Ça peut faire penser à la formule des probabilités totales. Quatrième propriété, cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. La figure avec GeoGebra. Donc nous avons deux ensembles A et B. Dans l'intersection A inter B, on considère que le nombre d'éléments est Y. Dans A inter B bar, on considère que le nombre d'éléments c'est petit x. Et dans A bar inter B, on considère que le nombre d'éléments c'est petit z. Et donc en fait, quand on regarde A union B, nous allons avoir comme nombre d'éléments x plus y plus z. Si on considère le cardinal de B, c'est x plus y. Le cardinal de A, pardon, le cardinal de A, c'est x plus y. Le cardinal de B, c'est y plus z. En faisant la somme, nous allons trouver x plus 2y plus z. En enlevant le cardinal de A inter BY, nous allons avoir le cardinal de A union B. Quatrièmement, on pose cardinal de A inter B bar égale x, cardinal de A inter B égale y, cardinal de A bar inter B égale z. Nous avons la figure ici que nous venons de voir en plus grand. Donc en fait, nous allons ajouter le cardinal de A union B et le cardinal de A inter B, ce qui va nous donner x plus y plus z plus y. Puisque le cardinal de A union B, c'est x plus y plus z, et le cardinal de A inter B, c'est y. Ajoutons le cardinal de A et le cardinal de B, cardinal de A, x plus y, cardinal de B, z plus y. On s'aperçoit qu'on obtient effectivement les mêmes nombres, et donc le cardinal de A union B plus cardinal de A inter B est égal à cardinal de A plus cardinal de B. On transpose cardinal de A inter B dans le deuxième membre et on obtient la propriété voulue. Cardinal de A union B égale cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Paragraphe 3, deux principes importants, le principe additif et le principe multiplicatif. Alors pour le principe additif,
Voilà ce qu'on dit. C'est les ensembles finis AI pour i entier compris entre 1 et n étant un entier supérieur ou égal à 2, sont disjoints à 2 à 2, alors le cardinal de la réunion de ces ensembles sera la somme des cardinaux de ces ensembles. Bon, avec un exemple, on va peut-être un petit peu mieux voir ce qui se passe, c'est très simple. On considère deux ensembles A1, A2, A3. A1, c'est l'ensemble des externes d'une classe. A2, c'est l'ensemble des demi-pensières d'une classe. Et A3, c'est l'ensemble des internes d'une classe. Les ensembles A1, A2, A3 sont disjoints 2 à 2. Donc, le nombre d'élèves de cette classe est 5 plus 23 plus 7 égale 35. Les ensembles A1, A2, A3 étaient disjoints 2 à 2 et leur réunion donne l'ensemble des élèves de la classe. Définition. On considère deux ensembles grand X et grand Y non vides. Le produit cartésien de X et Y, noté X croix Y, est l'ensemble des couples XY où petit x appartient à grand X et petit y appartient à grand Y. Alors un exemple à l'aide d'un diagramme en arbre, on peut considérer deux éléments petit a, petit b de grand X et puis trois éléments C, D, E de grand Y et constituer tous les couples AC, AD, AE, BC, BD, BE. Pour ceux qui ont besoin d'exemples concrets, on pourrait imaginer la situation suivante. Il y a une piste de danse. Alain et Bert sont des garçons qui souhaitent danser avec éventuellement trois filles s'appelant Claudia, Diana et Erika. Évidemment, on peut obtenir comme couple possible Alain-Claudia, Alain-Diana, Alain-Erika, Bert-Claudia, Bert-Diana et Bert-Erika. On constate ici que le nombre de couples, il y en a 6, et comment on peut les obtenir? Eh bien, on peut choisir un garçon de 2 façons, puis une fille de 3 façons, donc 2 fois 3 donne 6 le nombre de couples. La propriété que nous allons admettre, qui est un principe multiplicatif, si x et y sont des ensembles finis non vides, alors le cardinal de x croix y, c'est le cardinal de x multiplié par le cardinal de y. Paragraphe 4, notion de k-uplet ou k-liste. La définition, soit k un entier supérieur ou égal à 2, E1, E2, EK sont k ensembles non vides. Toute liste ordonnée x1, x2, xk où x y appartient à EI pour i entier compris entre 1 et k est appelée k-uplet ou k-liste. L'ensemble de ces k-listes est le produit cartésien E1 croix E2 croix EK. Bon, un exemple concret, on va peut-être mieux voir ce qui se passe. À la cantine, on propose 2 entrées, 2 plats de résistance et 3 desserts. On ne peut prendre qu'une seule entrée, qu'un seul plat de résistance et qu'un seul dessert. Voilà l'arbre qui va nous permettre de visualiser la situation. Pour l'entrée, on a la possibilité de prendre soit l'entrée A1, soit l'entrée A2. Pour le plat, soit le plat B1, soit le plat B2. Et pour le dessert, soit le dessert C1, soit le dessert C2, soit le dessert C3. Si on regarde le nombre de repas différents possibles, eh bien, il suffit de dire qu'on a 2 possibilités pour l'entrée, puis 2 possibilités pour le plat, puis 3 possibilités pour le dessert. Et donc, on applique le principe multiplicatif, 2 fois 2 fois 3, 12 repas différents possibles. Donc, la propriété générale, soit qu'un entier supérieur égal à 2,
E1, E2, K, K ensemble non vide, eh bien le cardinal de E1 croix E2 croix EK, ce sera cardinal de E1 multiplié par cardinal de E2 multiplié par cardinal de EK. Paragraphe 5, caliste d'un ensemble. En fait, ici, les ensembles 1, E2, EK vont être confondus avec un ensemble E. N est un entier supérieur égal à 1, E est un ensemble à n éléments et K est un entier supérieur égal à 1. Définition, une K-liste ou K-uplet d'éléments de E est une liste de K éléments de E. Bon, un exemple pour fixer les choses. On pose E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça pourrait être les résultats d'un D classique. Et donc, si on considère le triplet 4, 2, 1, ou bien le triplet 6, 2, 6, ou bien le triplet 1, 1, 1, ce sont des trois listes d'éléments de grand E. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Alors, une propriété, le nombre de K-listes de grand E est n puissance K, puisque quand on choisit le premier élément de la liste, nous avons n possibilités, puis pour le deuxième élément, n possibilités, puis pour le troisième élément, n possibilités, puis pour le quatrième élément, n possibilités. On applique le principe multiplicatif, n fois n fois n, et comme il y a k facteur n, ça nous donne n puissance k. Peut-être que l'exemple va être beaucoup plus significatif pour vous. On lance 3 fois un dé cubique classique et on note les 3 numéros obtenus. Je rappelle qu'un dé cubique classique, c'est un dé qui a 6 faces numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc un résultat possible, c'est une 3 liste de l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le nombre de 3 listes possibles est égal à, eh bien, pour le premier élément de la liste, on a 6 façons de le choisir, puis pour le deuxième, 6 façons de le choisir, puis pour le troisième, 6 façons de le choisir. Ça nous donne 6 au cube, c'est-à-dire 216. Une définition. Une K-liste sans remise d'éléments de E est une K-liste d'éléments distincts 2 à 2 de E. On reprend l'exemple avec grand E constitué des éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors si on prend 4, 2, 1 comme 3 listes, eh bien c'est bien une 3 listes sans remise d'éléments de E, puisque les 3 éléments 4, 2, 1 sont distincts 2 à 2. Si on reprend 6, 2, 6, ça n'est pas une 3 listes sans remise d'éléments de E, puisque le premier élément et le troisième élément sont égaux. Si on considère la 3 listes constituée par 1, 1, 1, ça n'est pas non plus une 3 listes sans remise d'éléments de E, puisque l'élément 1 intervient 3 fois. Propriété. On considère un entier K compris entre 1 et n. Le nombre de K-listes d'éléments distincts 2 à 2 de grand E est égal à n multiplié par n-1, multiplié par n-2, multiplié jusqu'à n-k plus 1, on va voir pourquoi, et noté parfois à nk. Alors la propriété est admise, mais en fait, avec ce qu'on a fait précédemment, on peut comprendre ce qui se passe. Pour constituer une K-liste d'éléments distincts 2 à 2 de l'ensemble E, eh bien pour le premier élément, nous avons n choix possibles. Puis pour le deuxième élément, il ne reste que n-1 choix possible puisqu'on n'a pas le droit de reprendre le premier élément. Puis pour le troisième élément, nous avons n-2 choix possibles puisqu'on n'a pas le droit de reprendre ni le premier ni le deuxième élément. Et ainsi de suite. Donc on passe d'un facteur au suivant en enlevant 1. Et ceci, on doit le faire k fois, c'est-à-dire que dans cette expression, il doit y avoir k facteurs. Alors, pour se convaincre que le dernier facteur s'écrit bien n-k plus 1, voilà ce qu'on peut faire.
Je vais réécrire l'expression et la transformer un tout petit peu en disant que n, c'est n-0. Ensuite, on a n-1, n-2. Alors, comment on trouve le dernier facteur, par exemple? Si on a 0, 1, 2, eh bien, pour avoir k facteurs, il faut enlever k-1. Et en enlevant le k-1, on trouve le dernier facteur. n-k-1 est égal à, tout simplement, n-k plus 1. Et voilà. Donc le dernier facteur était bien n-k plus 1. Exemple, au départ d'une course de 100 mètres en athlétisme, il y a 8 coureurs. Et quand on veut former un podium à l'arrivée de la course, on prend les 3 premiers. On considère qu'il n'y a pas d'ex-aequo, donc le nombre de podiums possibles sans ex-aequo va être égal à, eh bien, pour la première place, il y a 8 possibilités, puis pour la deuxième, 7 possibilités, puis pour la troisième, 6 possibilités. On applique le principe multiplicatif et on obtient 336 podiums possibles. Paragraphe 6, permutation. N est un entier supérieur ou égal à 1, grand E est un ensemble à n éléments et K est un entier supérieur ou égal à 1. Qu'appelle-t-on une permutation de l'ensemble E? C'est une n-liste d'éléments distincts 2 à 2 de grand E. Donc, on prend dans la liste n éléments et ils doivent être tous distincts 2 à 2. Un exemple, si on prend un ensemble E constitué des éléments A, B, C, D, comment fabriquer une permutation? Il y en a une déjà à peu près évidente. La liste ABCD, et puis en permutant, on peut obtenir par exemple BADC, et on peut aussi en obtenir d'autres. La propriété, quel est le nombre de permutations de l'ensemble E quand il possède n éléments? Eh bien, le premier élément, on peut le choisir de n façons, puis le deuxième élément de n-1 façon, pardon, puis le troisième élément de n-2 façons, et en fait, à la fin, il ne restera pour le énième élément qu'une manière de le choisir. Donc, voici le nombre de permutations, qu'on peut dire aussi égal à 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Il est noté n avec un point d'exclamation derrière, mais il se lit factoriel n. Une petite remarque qui est utile dans certains exercices. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, si vous avez factoriel n et que vous le multipliez par n plus 1, vous allez obtenir factoriel n plus 1. C'est assez facile à voir, je vous laisse chercher. Un exemple, si on prend le mot lion, qui possède 4 lettres distinctes 2 à 2, un L, un I, un O, un N. Quel est le nombre d'anagrammes de ce mot? Eh bien, on peut choisir la première lettre de 4 façons différentes, puis la deuxième lettre de 3 façons différentes, puis la troisième lettre de 2 façons différentes. Et enfin, pour la dernière lettre, il n'y a plus qu'un choix possible. Donc 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est factoriel 4 égale 24. Une propriété, si l'entier k est compris entre 1 et n-1, alors le nombre de k-listes d'éléments de distincts 2 à 2 que nous connaissons, il est aussi égal à factoriel n divisé par factoriel n-k. Comment nous allons voir ça? Le nombre de k-listes d'éléments de distincts 2 à 2 est parfois noté à nk, ce n'est pas vraiment au programme, mais bon, c'est pratique. Donc c'est n facteur de n-1 facteur de n-k plus 1.
Et l'idée, c'est de multiplier ce nombre par, bien, après n-k plus 1, il y a n-k, et après n-k, il y a n-k moins 1 quand on descend d'une unité, et puis à la fin, on peut arriver jusqu'à 1. Et puis, si on a multiplié par n-k, n-k moins 1, fois 2 fois 1, et ben on va diviser aussi par n-k, facteur de n-k moins 1, facteur de 2, facteur de 1. Et on se rend compte qu'au dénominateur, on a factoriel n-k. Et au numérateur, on part de n, on multiplie par son précédent, on multiplie encore par son précédent, et on arrive à 1. Et donc, le numérateur, c'est factoriel n. Ainsi, ANK est égal à factoriel n sur factoriel n-k. Une remarque, ce qu'on a fait n'est valable que pour k compris entre 1 et n-1. Alors, si on veut récupérer k égale n, notamment pour les permutations, eh bien, dans la formule, factoriel n sur factoriel n-k, quand k égale n, ça donne factoriel n sur factoriel 0. Et on sait que le résultat, c'est factoriel n. Donc, on va convenir que factoriel 0 égale 1. Ainsi, la formule va être valable pour tout entier k compris entre 1 et n. Le nombre de k-list sans remise d'éléments 2 qui en contient n, ça sera factoriel n sur factoriel n-k. Paragraphe 7, partie ou combinaison d'un ensemble. Donc on considère un entier naturel n, un ensemble n éléments, et on considère un entier k compris entre 0 et n. Bon, tout de suite un exemple. L'ensemble E est constitué des éléments ABC, cardinal 2 égale 3. Les parties de E, c'est assez facile de les donner. Il y a d'abord l'ensemble vide que j'ai noté entre accolades, comme quand j'étais jeune. Ensuite, il y a 3 singletons, A, B, C. Ensuite, il y a 3 parties à 2 éléments, B, C, C, A, A, B. Et enfin, une partie à 3 éléments qui est l'ensemble E. Alors, on va utiliser un arbre pour voir comment on pourrait retrouver ces parties de E. Parce qu'avec 3 éléments, ça va, mais si on en avait 4, 5, 6, ça serait beaucoup plus difficile de donner toutes les parties de E. En général, d'ailleurs, on ne les donne pas. Alors, cet arbre, eh bien voilà l'idée, c'est qu'on prend d'abord le premier élément, par exemple petit a, et on se dit il appartient à la partie, ou bien il n'appartient pas à la partie qu'on va constituer. Alors on va coder 1 pour dire que A appartient à la partie, et coder 0 pour dire que A n'appartient pas à la partie. Et ce qu'on a dit pour A, on va le dire aussi pour B, on va le dire aussi pour petit c. Ce qui fait qu'on a constitué un arbre à 3 étages avec 2 branches par étage qui mènent toujours à 1 et 0. Si on regarde le chemin le plus bas, 0, 0, 0, ça veut dire qu'on n'a jamais pris d'élément de E, donc on obtient la partie vide. Si on prend le premier chemin tout en haut, 1, 1, 1, c'est qu'on a pris tous les éléments. Donc là, on obtient la partie ABC, ce qu'on appelle aussi la partie pleine. Si nous prenons le deuxième chemin, pour A, 1, pour B, 1, pour C, 0, on n'a gardé que A et B, et donc on obtient la partie AB, etc. Grâce à cet arbre, nous pouvons voir qu'il y a 2 fois 2 fois 2, 8 parties de E. 2 fois 2 fois 2, 2 au cube. Propriété. Ce que nous venons de voir avec n égale 3 va se généraliser. Le nombre de parties de grand E est égal à 2 puissance n. Alors pour n égale 0, 2 puissance 0, ça fait 1. C'est logique parce que quand n vaut 0, il n'y a qu'une seule partie qui est la partie vide. Pour n égale 1, il y a un seul élément dans E, petit a, donc on n'a que 2 parties. Soit on prend l'élément A, soit on prend pas l'élément A, donc l'ensemble vide. Pour n égale 2, 2 au carré 4, pour n égale 2, ça veut dire qu'on a un ensemble E constitué des éléments A et B, et donc on trouvera comme partie l'ensemble vide, l'ensemble A,
l'ensemble B, l'ensemble AB, il y en a bien 4. Et puis nous venons de voir pour n égale 3 ce qui se passait. Allons-y. Une preuve. Le nombre de parties de grand E, c'est le nombre de n listes de l'ensemble 0,1. C'est ce qu'on a fait ici. En fait, on a l'ensemble des 3 listes dans notre exemple de l'ensemble 0,1. Et donc, c'est égal à 2 puissance n, puisque pour choisir le premier élément de la liste, on a 2 possibilités. Puis pour le deuxième élément, 2 possibilités. Puis, etc. Pour le nème élément, 2 possibilités. 2 fois 2 fois 2 écrit n fois, c'est 2 puissance n. Une définition, une combinaison de k éléments de E, c'est une partie de E ayant k éléments. Voici l'ensemble que j'ai choisi, ABC. Les combinaisons de 2 éléments de E, on les connaît. Il y a BC, on n'a pas pris l'élément A. Il y a CA, on n'a pas pris l'élément B. Il y a AB, on n'a pas pris l'élément C. Il y en a 3. Combinaison de 2 éléments d'un ensemble à 3 éléments. Paragraphe 8, on va voir le lien qu'il y a entre une liste sans remise et une combinaison. Alors, je vais travailler à partir d'un exemple. Ici, nous allons prendre un ensemble E qui a 4 éléments A, B, C, D. Alors, pour constituer une combinaison de 3 éléments de E, par exemple, il y a la combinaison ABC, la partie de E constituée des éléments ABC. Et que se passe-t-il pour les listes sans remise de 3 éléments de E avec petit a, petit b, petit c comme éléments? Eh bien, il y a ABC, forcément, mais il y a aussi toutes les permutations de ABC. Et donc, il y en a factoriel 3 permutations de ABC, c'est-à-dire 6. Donc, en fait, à une combinaison de 3 éléments de E, on peut associer 6 listes sans remise de 3 éléments de E. On peut dire aussi qu'aux 6 listes sans remise de 3 éléments de E, nous n'associons qu'une seule partie, ABC. Donc, il y aura 6 fois moins de combinaisons que de listes sans remise de 3 éléments de E, puisque le raisonnement que nous venons de faire pour ABC, on peut le faire aussi pour ABD, on peut le faire aussi pour ACD, on peut le faire aussi par BCD. Et en fait, ici, on a écrit les 4 combinaisons de 3 éléments de E. Donc, pour avoir le nombre de combinaisons de 3 éléments de E, il suffit de dire que c'est égal à, A4, 3, qui est le nombre de listes sans remise de 3 éléments de E, divisé par le nombre de permutations des 3 éléments, factoriel 3. Évidemment, ça donne 4 fois 3 fois 2 sur 3 fois 2 fois 1. Et si on calculait, ça donne 4. Nous avons les 4 combinaisons. Alors, une propriété que nous allons admettre, qui généralise ce qu'on vient de voir sur un exemple. Le nombre de combinaisons de k éléments de E noté k parmi n, et qui se lie évidemment k parmi n, est égal à, lorsque k égale 0, c'est un cas un peu particulier, mais nous savons qu'il y a une seule partie vide. Donc 0 parmi n est toujours égal à 1. Et puis pour trouver, quand k est compris entre 1 et n, le nombre k parmi n, nous venons de voir qu'il suffit de faire nk divisé par factoriel k. Alors, évidemment, on peut l'écrire aussi sous cette forme-là, qui permet de calculer de manière pratique. On va le voir tout de suite avec 2 exemples. Si on veut calculer 2 parmi 6, au dénominateur, nous aurons 2 fois 1, factoriel 2, et au numérateur, 6 fois 5, et on obtient 15. 4 parmi 6, 6 fois 5 fois 4 fois 3, 4 facteurs, divisé par 4 fois 3 fois 2 fois 1, 4 facteurs. Et quand on simplifie, on obtient 15. Alors, ça peut paraître curieux qu'on obtienne le même résultat, mais en fait, c'est pas si curieux que ça,
puisque quand vous constituez une partie à 2 éléments dans un ensemble à 6 éléments, ça leur revient à délaisser les 4 autres éléments. Nous verrons cette propriété un petit peu plus tard. Paragraphe 9, quelques propriétés des combinaisons. Alors, toujours le même cadre, n est un entier naturel, E est un ensemble à n éléments, k est un entier compris entre 0 et n. Alors, une première propriété, c'est que k parmi n peut s'écrire factoriel n divisé par factoriel k multiplié par factoriel n moins k. Alors, nous avons déjà vu une propriété avec ANK, donc nous allons utiliser la relation qui existe entre k parmi n et ANK. K parmi n, c'est ANK divisé par k factoriel, et j'ai préféré écrire que k parmi n, c'était 1 sur k factoriel multiplié par ANK. Donc k parmi n, c'est 1 sur factoriel k multiplié par, eh bien, on a vu la propriété qui dit que ANK, c'est factoriel n divisé par factoriel n moins k. Et donc, nous n'avons plus qu'à multiplier les numérateurs. On va obtenir factoriel n, et on multiplie les dénominateurs, on va obtenir factoriel k, facteur de factoriel n moins k. La propriété appelée propriété de symétrie que nous avons vue sur un exemple tout à l'heure, qui était 4 parmi 6, c'est la même chose que 6 moins 4 parmi 6, c'est-à-dire 2 parmi 6. Alors, nous allons par exemple partir du deuxième membre, n-k parmi n. La formule avec les factoriels va nous permettre de dire que c'est factoriel n au numérateur. Au dénominateur, il y a factoriel n moins k, qu'on multiplie par la différence des deux, n moins k factoriel. Mais n moins k est égal à k, donc on va obtenir factoriel n sur factoriel n moins k multiplié par factoriel k. J'aurais pu éviter d'écrire cette ligne, mais au dénominateur, nous allons échanger les deux nombres n moins k factoriel et factoriel k pour retrouver k parmi n. Alors, nous savons déjà que 0 parmi n est égal à 1. Du coup, avec cette propriété, si nous remplaçons k par 0, nous allons obtenir n parmi n égale 1. Bon, c'était à peu près évident. Le nombre de parties à n éléments dans un ensemble à n éléments, il n'y en a qu'une. Pour les singletons, oui, parce que choisir un élément parmi n, ça va être de trouver tous les singletons de l'ensemble. Et effectivement, il y en a n singletons. Je rappelle qu'un singleton, c'est une partie à un seul élément. Et donc, en choisissant ici k égale à 1, nous allons obtenir aussi n-1 parmi n qui est égal à n. Donc, le nombre de parties de n-1 éléments dans un ensemble à n éléments, il y en a n. Paragraphe 10, d'autres propriétés des combinaisons. Alors, celle-ci est très célèbre, elle s'appelle la relation de Pascal. Si le nombre k est un entier compris entre 1 et n-1, nous allons avoir k parmi n qui sera égal à k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1. Alors, nous pourrions démontrer cette relation avec des calculs et notamment les factoriels. Ça sera en fin de ce texte. Je vous laisse le regarder parce qu'il y a une démonstration quand même qui est un petit peu plus sympathique. La voici. On sait que le nombre de parties à k éléments de grand E, c'est k parmi n. Alors, l'idée est assez astucieuse. On fixe un élément de grand E, et puis on va s'intéresser au nombre de parties à k éléments de grand E qui contiennent A, et au nombre de parties à k éléments de E qui ne contiennent pas A. Alors, pour les nombres de parties à k éléments de E qui contiennent A, ça veut dire qu'on a déjà choisi A. Donc, il nous reste à choisir k-1 éléments parmi n-1, puisque nous, on veut k éléments parmi n.
Pour le nombre de parties à k éléments 2 ne contenant pas, ça veut dire que nous n'avons pas choisi A. Donc, il nous reste à choisir k éléments parmi n-1 parce qu'on ne veut pas prendre l'élément A. Et puis, quand on veut reconstituer le nombre de parties à k élément 2, il va suffire d'utiliser le principe additif et d'ajouter ces deux nombres. Et on obtient bien le résultat voulu. Alors, à partir de cette propriété, Blaise Pascal a créé ce qu'on appelle le triangle de Pascal. À l'intersection d'une ligne et d'une colonne dans le tableau suivant, on va indiquer la valeur de k parmi n. Alors, il y a une convention, 0 parmi 0, on écrit 1. Il suffirait de calculer factoriel 0 divisé par factoriel 0 multiplié par factoriel 0. Comme par convention, on a pris factoriel 0 égale 1. On obtiendrait 1. Bon, pour n égale 1, et 0 parmi 1, on sait que c'est égal à 1, et 1 parmi 1 est égal à 1. Donc, on peut ainsi commencer à écrire un certain nombre de nombres ici dans le tableau. 0 parmi 2, ça fait 1. 1 parmi 2, ça fait 2. Et puis 2 parmi 2, ça fait 1. Pour 3, donc 0 parmi 3, ça fait 1. 1 parmi 3, ça fait 3. Et 2 parmi 3, ça fait 3. 3 parmi 3, ça fait 1. Et puis, on remarque quelque chose. Alors, avant de faire cette remarque, allons à la ligne 4. 0 parmi 4, c'est 1. 1 parmi 4, c'est 4. 2 parmi 4, il suffirait de calculer 4 fois 3 divisé par 2 fois 1, ça donne 6. 3 parmi 4, bon, c'est la même chose que 1 parmi 4, ça donne 4. 4 parmi 4, ça donne 1. Comment obtenir la ligne suivante sans trop se fatiguer, comme on vient de le faire pour les premières lignes? Eh bien, il suffit d'aller chercher la formule de Pascal, la relation de Pascal que nous avons établie. En fait, k-1 parmi n-1, ça se trouve à la ligne n-1. K parmi n-1 se trouve à la ligne n-1, mais ici on avait k-1, ici on a k, donc on est passé à la colonne k. Et puis on sait que la somme des deux nombres dont on vient de parler, c'est k parmi n, et c'est justement le nombre qui est situé en dessous. Et donc ici, pour la cinquième ligne, on ne va pas se fatiguer, on va dire que 1 plus 4, ça donne 5. 4 plus 6 donne 10. 6 plus 4 va donner 10. Ensuite, 4 plus 1 va donner 5. Bon, et puis ici, on fait comme si dans les cases vides, il y avait 0, et ça permet d'avoir 1 plus 0 qui va donner 1, etc. Bon, une petite remarque, ce que je n'ai peut-être pas suffisamment indiqué, c'est que dans la première colonne, évidemment, il n'y a que des 1, puisqu'on calcule à chaque fois 0 parmi n. Donc, si on voulait la septième ligne, ce ne serait pas très difficile à constituer. Donc, on commence par 1. Ensuite, on calcule 5 plus, 1 plus 6, donc on obtient 7. 6 plus 15, 21. 15 plus 20, 35. 35, 21, 1, et ainsi de suite. Donc, pour finir, vous aurez des questions de cours. J'en ai laissé 2, question 1 et la question 2. Je vous laisse faire ce travail puisqu'il y a la correction ensuite. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire constructif, des propositions de vidéos. Un like si vous appréciez mon travail me donnera du courage à continuer. Je vous souhaite une belle journée.
Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac au mois de juin. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. La vie est belle, comme le disait Roberto Benigni dans La vita è bella, un très grand film. Au revoir.